Installé dans l'ancien évêché de la cathédrale Saint-Pierre, dans le centre historique de la ville d'Angoulême, le musée des Beaux-Arts présente sa nouvelle exposition. Creative Museum vous en propose une visite guidée. Vous entrez ? En tête-à-tête est un voyage à travers la richesse et la diversité des parures de tête des différentes cultures. Coiffes, cimiers, peignes ou couronnes vont témoigner pour nous maintenant de la créativité des peuples du monde. Les œuvres ont été ordonnées selon 4 thèmes: la naissance et l'initiation, le mariage, la position dans la vie sociale, profane ou sacrée, et la mort. Commençons notre parcours par les parures se rapportant au premier thème, l'enfance et l'initiation. Ici se déploie un okopari, cimier des Indiens Kayapo du Brésil. Là, une coiffe roach des Indiens des Grands Lacs d'Amérique du Nord. Un éventail occipital venant du Brésil et appelé inicaraja, c'est-à-dire maison pour la tête, accompagné à gauche d'une coiffe d'initiation turkana venant d'Ouganda. Tout à fait à gauche, une coiffe chinoise de jeune femme niso côtoie un ensemble de bonnets d'enfants de France, de Chine et de Colombie. Au-dessus, une coiffe de tanimbar annonce le premier enfant et un peigne de fertilité africain à droite favorise les grossesses. Ce peigne de fertilité, à l'effigie d'une femme enceinte, est très explicite. Il nous vient des Makondé de Tanzanie. Voici 3 coiffures d'initiation. À gauche, un bonnet féminin de Namibie, évoquant l'éléphant. Plus haut, un casque couvert de kauris et surmonté d'un bec d'oiseau, porté par les initiés légats de la République démocratique du Congo. Et enfin, une impressionnante coiffe des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette coiffe, très colorée, est faite de cheveux, de coton, de perles, d'herbes, de plumes et d'ailes de scarabée. Cette photo d'archive montre les somptueuses coiffures de danseurs papous de Nouvelle-Guinée. Elle a été prise dans les années 50. Abordons maintenant les parures de mariage et les ornements de prestige. Cette suntiag, ou couronne de mariée des femmes Minangkabau de Sumatra, est imposante par son poids et sa taille. Chez les familles très riches, elle pouvait être réalisée en or et peser 5 kg. Une autre coiffe de mariage de l'ethnie Yao du sud-ouest et du sud de la Chine, faite de perles et surmontée de 3 barres de métal. Les perles d'argent sont cousues sur un bonnet lui-même brodé. À côté d'une parure Yao de Chine du Sud à droite, une perruque japonaise attire l'attention. Faite de cheveux humains, elle est parée d'ornements colorés. Ces perruques sont encore portées de nos jours lors de cérémonies et font partie des atours des geishas. Comme l'atteste cette estampe japonaise de l'époque Edo, ce type de coiffure date du XVIIe siècle. Souvent ostentatoires, ces parures de mariage touchent par la diversité de leurs matériaux, de leurs formes et de leurs couleurs. Elles véhiculent aussi des valeurs sociales, religieuses, politiques et même magiques que nous allons découvrir dans la 3e partie. Ainsi, cet immense nœud liangpatu, porté au XIXe siècle par les femmes mariées de l'aristocratie chinoise sous la dynastie Qing, était embelli de bijoux qui marquaient le degré de richesse de la famille. L'appartenance communautaire, le statut de dignitaire, de guerrier ou de chasseur s'exprime à travers ces coiffes. Perles, plumes ou coquillages, les plus belles ressources de la nature sont utilisées à des fins décoratives et symboliques. Sur ce cimier papou de Nouvelle-Guinée sont réunis os, plumes d'oiseaux de paradis, dents de phacochère et griffes maintenues par un maillage de fibres végétales.
Du Nigeria, une très belle coiffe royale Yoruba, élaborée en forme de cône. Elle est entièrement couverte de perles dessinant des motifs géométriques, animaux ou humains. Cette fastueuse couronne royale baoulée de Côte d'Ivoire est un assemblage de pièces de bois recouvertes de feuilles d'or. Et cette coiffe Chokwe d'Angola est en bois habillé de mailles de raffia. Les parures de prestige impressionnent par leur taille et leur couleur. Elles sont destinées à éblouir. Le chasseur Naga de Birmanie affiche ses trophées et par là même sa bravoure. Coiffé de cette façon, il devient redoutable. Ce bonnet iroquois en tissu, perles et plumes était porté à l'origine par les Sioux. Seuls ceux qui avaient tué un autre homme pouvaient arborer ces plumes d'aigle. À côté d'une coiffe tibétaine décorée de turquoise, un bonnet de chaman de Sibérie en cuir brodé de perles. Ici sont réunies des coiffes de prêtres. À gauche, une calotte de bonze tibétain. Au-dessus, une tiare tantrique indienne. Au milieu, une coiffe de féticheur animiste Yoruba. À droite, une mitre de prêtre shinto du bouddhisme japonais. Et enfin, un peu plus haut, une couronne d'homme médecine zoulou. Mais revenons à des couvre-chefs plus profanes. Les chapeaux peuvent tout simplement protéger des rayons du soleil. Mais les parures recherchées reprennent vite leurs droits quand il s'agit de rehausser la féminité d'un visage. Voici un plateau complet d'ornements de perruques japonaises décorés de motifs floraux d'un jaune translucide. Une très belle coiffe de femme Hakka de Thaïlande chargée de lourdes boules d'argent. Les femmes turkmènes, au nord de l'Afghanistan, donnent beaucoup de mystère à leur visage en le cachant derrière ces voiles jaunes. Les Amérindiens Mapuche du Chili, quant à eux, façonnent pour leurs épouses ces couronnes d'argent qui sont portées aujourd'hui encore. Enfin, au XVIIIe et XIXe siècle, dans la Chine des Qing, les femmes de l'aristocratie affectionnaient ces diadèmes incrustés de plumes de martin-pêcheur d'un bleu iridescent. La créativité des peuples est infinie. Elle utilise toujours avec ingéniosité les ressources de la nature, qu'elles soient végétales, animales ou minérales. Ce diadème Chokila d'Ouzbékistan s'agrémente de riches pendentifs qui encadrent parfaitement le visage. Il est réalisé en argent filigrané, rehaussé de très nombreuses perles de corail et de petites turquoises. De larges cabochons de cornaline viennent encore l'embellir. Très souvent, la femme porte sur elle toute la fortune qu'elle possède. Ces ornements font partie du patrimoine familial et se transmettent de génération en génération, comme cette couronne rituelle des îles Marquises à gauche, ou ce peigne en bambou de Nouvelle-Guinée à droite. Ces objets ont survécu à la mort de leur propriétaire et sont devenus des biens familiaux. Cependant, certains sont reliés de manière particulière à la mort. Autrefois, les Chinois désiraient être accompagnés dans la mort par un objet en jade censé les aider à atteindre le ciel. Voici une impressionnante pièce de sépulture en forme de peigne aux dents inachevées. Dans les années 1900, aux États-Unis, les femmes veuves portaient ces grands peignes marquant leur deuil. Plus près de nous, la casquette des pompiers offerte à Jacques Chirac par le maire de New York, juste après les attentats du 11 septembre, est le symbole d'un deuil collectif. Elle représente aussi leur sacrifice. Ce chapeau yi, utilisé en Chine pour les rites sacrificiels, renvoie à l'idée que verser le sang en offrande est parfois nécessaire pour s'affranchir du mal et renforcer la vie. C'est avec cette image que se termine notre visite. Nous remercions le Musée des Beaux-Arts d'Angoulême
d'avoir associé Creative Museum à cette exposition. Un petit catalogue a été édité à l'occasion de cette exposition. Il est en vente au musée et constitue un excellent souvenir de cette visite. Il reprend les 4 grands moments de la vie que ces parures illustrent avec tant de beauté.